Bonjour à tous les voyageurs et bienvenue sur la chaîne Itinerantis Voyage dans l'Histoire. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode, cette fois-ci dédié à l'éclairage public en France. Les Champs-Élysées, la promenade des Anglais, les rues commerçantes de Paris, de Nantes ou de Toulouse, la rue d'en face ou le tunnel que l'on prend sur la route des vacances, tous ces lieux partagent la même chose. Ils sont éclairés la nuit pour nous permettre de mieux voir ou de mieux mettre en valeur. Aujourd'hui, l'éclairage public fait partie de notre vie quotidienne, nous ne le remarquons même plus et il nous semble tellement essentiel. Lorsque les lumières sont éteintes, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit le plus de son existence. Il rassure les habitants, il permet de mieux voir les abords d'une route, de trouver son chemin dans un tunnel ou tout simplement de mettre en valeur de grandes avenues ou des monuments. Il revêt un aspect pratique, sécuritaire, parfois décoratif. Alors, comme je suis très curieux d'histoire et que je me pose souvent des questions, aujourd'hui j'ai eu envie de vous partager ma réflexion sur comment c'était avant l'éclairage public. Alors on va découvrir ensemble dans cet épisode comment a évolué l'éclairage public de ses débuts jusqu'à nos jours. Allez, c'est parti. Les traces les plus anciennes d'éclairage public remontent à l'Antiquité, dans la ville d'Éphèse, qui était alors l'une des plus anciennes et des plus importantes cités grecques d'Asie mineure, où, au IIe siècle, la grande voie qui reliait le port à la ville était éclairée par des lanternes situées dans les colonnes des portiques. Rome avait également quelques rues éclairées, des spectacles nocturnes étaient organisés régulièrement et on pouvait trouver certains thermes ouverts de nuit, ce qui permettait d'éclairer ses abords. Même si certaines portions de ville étaient éclairées à l'aide de quelques lanternes, que les phares avaient un feu à leur sommet, et alors Camien Marcellin a écrit au IVe siècle au sujet de la ville d'Antioche que l'éclairage de nuit rivalise avec la clarté du jour. Nous sommes bien loin de la généralisation de l'éclairage des voies publiques comme on les connaît aujourd'hui. Entre cette période et le Moyen-Âge, les écrits sont rares à ce sujet et il est difficile d'avoir des certitudes sur l'éclairage des rues. La grande majorité des villes sont dans une obscurité quasiment totale dès le coucher du soleil. On trouve bien quelques flambeaux ou lanternes qui éclairent les portes de ville ou le sommet des tours de garde, mais pas de système généralisé d'éclairage des rues, qui ne sont alors pas des espaces publics comme on le définit aujourd'hui. Les gens se déplacent avec leurs propres torches pour éclairer leur chemin. Donc en gros, à cette époque, aller faire une petite balade digestive après le dîner, c'était pas vraiment une bonne idée. Il fallait vraiment avoir une bonne raison pour se déplacer la nuit, surtout qu'en plus les torches c'était pas donné, tout le monde n'en avait pas forcément, et les rues n'étaient pas très sécurisées. Au Moyen-Âge, l'insécurité dès la tombée de la nuit est quotidienne. Les vols, les agressions et les meurtres se produisent chaque nuit dans les grandes villes. Les habitants ont pris l'habitude de se barricader chez eux dès que l'obscurité remplace la lumière du jour. Seuls les imprudents, des bandits et des mendiants arpentent les ruelles sombres. Pour pallier à ce problème, il va y avoir différentes directives royales entre le XIIe siècle et le milieu du XVIIe siècle, sans pour autant que les problèmes d'insécurité ne soient solutionnés. La première directive royale date de 1254 où Louis IX, dit Saint-Louis, propose la mise en place d'une police dans la ville de Paris. Elle se compose d'un chevalier du guet, assisté par 20 sergents à cheval et 26 sergents à pied. Elle sera chargée de rétablir la sécurité dans la ville la nuit. L'initiative est louable, mais ce sera un échec cuisant. La police, d'une part constituée de trop peu d'hommes, se révélera assez peureuse de s'aventurer dans les rues les plus malfamées afin d'y faire régner l'ordre. Il n'abandonnera pas l'idée et c'est en 1258 qu'apparaît la première initiative concrète d'instauration d'un éclairage public afin de lutter contre l'insécurité. Saint-Louis va émettre une ordonnance obligeant tout propriétaire à éclairer sa façade à l'aide d'un pot à feu, sans quoi tout contrevenant s'expose à une amende et une peine de prison. Cette ordonnance sera très peu suivie par la population, par souci budgétaire d'une part, car l'alimentation du pot à feu reste à la charge des habitants, sympa, mais aussi par souci de sécurité incendie, craignant que le pot ne mette le feu aux maisons, ce qui n'était pas rarissime à l'époque étant donné que les rues étaient très étroites et les maisons principalement construites en bois.
En 1318, Philippe V ordonne, suite à un grand nombre de crimes commis aux abords du Châtelet, que soit administrée une chandelle de suif chaque nuit devant l'image de la benoîte Vierge Marie, à côté de l'entrée de la porte du Châtelet, pour l'obscurité de la nuit, laquelle est délitable à tous les malfaiteurs. Cette ordonnance locale ne permettra pas de régler le problème. Un peu plus tard, en 1367, Charles V émet lui aussi une ordonnance qui impose aux habitants de mettre une chandelle au bord de leurs fenêtres pendant la nuit. Allez, un échec de plus au développement de l'éclairage des rues. Au tour de François Ier d'émettre une ordonnance imposant aux habitants de Paris de mettre à partir de 21h une chandelle à leurs fenêtres. Cette fois-ci, la mesure sera un petit peu plus respectée que les précédentes, mais son inefficacité brille toujours. Allez, au tour d'Henri II d'essayer lui aussi de développer l'éclairage public en mettant en place en 1558 un système de falots, c'est une sorte de grosse lanterne qui permet d'éclairer tous les alentours. Ils étaient disposés à chaque coin de rue ainsi qu'au milieu des plus longues d'entre elles et en service de 22h à 4h du matin pendant plusieurs mois de l'année. Comme tous les autres projets, c'est un échec. Chaque falot produisant énormément de fumée, les riverains s'en plaignaient et l'idée fut abandonnée. Allez, je vais pas vous faire tous les rois de France, mais soyons honnêtes, toutes ces mesures, elles partaient quand même d'une bonne volonté, même si elles se sont avérées toutes inefficaces et très peu appliquées. Faut dire quand même qu'à l'époque, ils allaient pas vraiment dans l'originalité ni dans l'innovation, On était vraiment sur des petits systèmes qu'on connaissait bien, la torche, la bougie, le falot, on en restait là. D'autant plus que les méthodes d'éclairage à l'époque, la bougie ou le pot à feu ne permettaient pas d'illuminer les rues, mais seulement d'offrir un petit peu de lumière localement. La deuxième moitié du XVIIe siècle va marquer une nette évolution au sujet de l'éclairage public, notamment grâce à Louis XIV et à sa politique sécuritaire dont le mot d'ordre sera netteté, clarté, sécurité. Son ministre Colbert, dont on a parlé dans le premier épisode sur les transports en commun, lui propose de nommer Gabriel Nicolas Delareynie au tout nouveau poste qu'il vient de créer, celui de lieutenant général de police de Paris. C'est lui qui prendra la décision d'éclairer systématiquement les rues de Paris, même les ruelles. Très rapidement, ce ne sont pas moins de 912 rues qui bénéficient de l'éclairage mis en place, avec au total 2736 lanternes. Le dispositif est assez simple, il est fait à partir de lanternes à bougies uniformisées avec le blason du roi apposé dessus. Un impôt sera prélevé aux habitants par les villes disposant de l'éclairage de rue afin de financer l'entretien des lanternes. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment parler d'éclairage public. En Europe, on peut citer comme villes étant équipées d'éclairage public Amsterdam en 1669, Bruxelles en 1675, Berlin en 1682 ou encore Dublin en 1697. 30 ans plus tard, Louis XIV émet un édit qui demandera à toutes les grandes villes de suivre l'exemple de Paris. On peut alors citer Lille, Angers ou Nantes qui seront dans les premières villes, hormis Paris, à s'équiper. En 1729, on compte 5772 lanternes rien que dans la ville de Paris. Là, il faut comprendre que jusqu'à présent, on parle soit de bougies, soit de petites lanternes qui éclairent les rues, autant dire qu'on n'y voit vraiment pas comme en plein jour. Il faudra attendre 1744 pour que Dominique-François Bourgeois, plus communément appelé Bourgeois de Châteaublanc, invente le réverbère. C'est une lampe à huile, généralement de l'huile de tripe, bon appétit, avec des réflecteurs qui réverbèrent la lumière émise par les flammes. Cette invention permettra d'éclairer 30 fois plus qu'une simple chandelle. 22 ans plus tard, en 1766, les réverbères seront adoptés pour éclairer les rues de Paris. À titre d'exemple, sur la ville d'Angers, 4 réverbères remplacent 14 lanternes. Il sera apporté une des dernières améliorations à ces réverbères en 1788, où l'huile animale sera remplacée par de l'huile de colza, moins chère et moins nauséabonde, qui permettra d'avoir une flamme plus blanche. Bien que révolutionnaires pour l'époque, ces éclairages avaient tout de même quelques petits défauts, notamment des extinctions à cause des coups de vent, mais plus grave, des accidents à cause de l'huile brûlante qui pouvait couler en dehors. C'était quand même pas très cool de se promener dans la rue et de se faire rôtir le cuir chevelu par de l'huile. Le prochain up technologique arrivera en 1820 à Londres avec l'utilisation de lanternes fonctionnant au gaz. Il faudra attendre le 1er janvier 1829 pour que Paris s'équipe de ses premières lanternes au gaz. 4 lanternes éclairent le carrousel du Louvre, 12 sont posées rue de Rivoli,
puis d'autres sont installées rue de la Paix ou encore sur la place Vendôme. Que des beaux quartiers, me direz-vous. Entre 1830 et 1870, on passe de 12 941 lanternes à huile à tout juste 971. La quasi-totalité seront remplacées par les lanternes à gaz en 40 ans, on en compte alors 20 766 en 1870. Et c'est ainsi que durant la deuxième partie du 19e siècle, on va avoir le droit à de nombreux modèles de lanternes à bec de gaz, pour vous en citer que quelques-uns, le bec d'argan, le bec Manchester, le bec Dumas, le bec à gaz réchauffé, le bec Delmas Azema, le bec multiplex, le bec Albo-Carbon, ou encore le bec Hauer. Mais ce n'est pas fini avec l'esprit créatif, attention, car les lanternes seront maintenues par des candélabres qui verront eux aussi de nombreuses déclinaisons en fonction de leur lieu d'implantation. La seule obligation sera d'utiliser de la fonte, dans un but sécuritaire comme le cite cet écrit. L'éclairage des rues incite à veiller tard, à sortir et à fréquenter les débits de boissons. Conséquence, les couche-tard rentrent chez eux en titubant, s'accrochant aux réverbères, lesquels plient sous leur poids. Les conduites de gaz se fissurent ou cassent et c'est l'accident. Les fabricants de réverbères sont donc amenés à en construire en fonte, solides et résistants dans les années 1880. À Paris, pour permettre un allumage de l'éclairage public uniforme et simultané, on verra apparaître une brigade des allumeurs de lanternes à gaz. Elle a compté jusqu'à 1500 allumeurs qui avaient chacun 40 minutes pour allumer 70 lanternes et 20 minutes pour les éteindre. Le jour, ils auront pour tâche de nettoyer les lanternes qui se couvrent rapidement de suie. Un métier qui disparaîtra quelques décennies plus tard avec la généralisation de l'éclairage public électrique. Les lampes à incandescence vont révolutionner une nouvelle fois l'éclairage public, même si à ses débuts, en 1879, elle est très peu utilisée. Petit à petit, à force d'amélioration, elle va faire sa place dans le parc français de l'éclairage jusqu'à évincer sa concurrente, la lampe à gaz. Au début de l'éclairage électrique, ça coûte cher pour la ville de Paris. Par exemple, cela représente 348 000 francs de dépenses annuelles tandis que l'éclairage au gaz ne coûte que 121 000 francs. Les premiers modèles apparaîtront lors de l'exposition universelle de Paris en 1878 où plusieurs places et avenues furent dotées de bougies Jablokov, des lampes à arc électrique. Leur utilisation s'avère très consommatrice d'énergie pour un rendement faible. La nouveauté est accueillie par la population de manière mitigée, tandis que certains louent la meilleure qualité de l'éclairage permettant de mieux voir avec une lumière plus blanche, d'autres disent qu'elle abîme la vue et qu'elle fait peur aux chevaux. La même année, Joseph Swan dépose le brevet en Angleterre de la lampe à incandescence, suivi en 1879 par Thomas Edison qui dépose lui aussi un brevet, celui de la lampe électrique à filament dans une ampoule de verre sous vide. Entre 1910 et 1940, de gros travaux d'électrification des villes sont entrepris, ce qui va permettre à l'éclairage public de faire peau neuve en remplaçant les anciennes lanternes à gaz dont les derniers modèles disparaîtront en 1962. L'éclairage devenu désormais électrique, cela va permettre l'essor de tout un panel de technologies différentes. Les tubes à néon apparaissent en 1910 conçus par le physicien Georges Claude. Leur forme novatrice et leur technologie va ouvrir la porte à une multitude d'applications même si au début, la lumière émise était relativement faible, ce qui cantonnera son utilisation aux enseignes lumineuses ou aux éclairages d'ambiance par exemple. Le principe de fonctionnement est relativement simple. Il y a deux électrodes placées à chaque extrémité d'un tube recouvert d'une poudre fluorescente. Le gaz contenu dans le tube va permettre à l'arc électrique de se former entre les deux électrodes et ainsi éclairer. Bon, je dis ça comme si ça paraissait évident, mais il fallait quand même avoir pas mal d'ingéniosité à l'époque pour inventer un tube qui permettait d'éclairer avec un arc électrique qui passait à travers d'un gaz. Alors il faut savoir que par abus de langage, nous appelons un tube fluorescent néon, alors que la majorité des modèles que l'on a aujourd'hui ne possèdent pas de gaz néon. Ces tubes fluorescents vont présenter quand même plusieurs avantages par rapport à l'ampoule à incandescence. Ils vont émettre 3 fois plus de lumière pour la même consommation. La couleur de la lumière se rapproche plus de celle du jour, sa luminosité est douce sans produire d'éblouissement, la durée de vie est nettement supérieure et le dégagement de chaleur est grandement réduit. Ils seront utilisés en éclairage public jusqu'à la fin des années 1980 et connaîtront une cohabitation à partir de 1950 avec les lampes à sodium BSP.
Les premières lampes à sodium basse pression à avoir été utilisées dans l'éclairage public sont des lampes Mazda, installées en 1933 sur le tronçon principal reliant Paris à Versailles. Mais leur réel déploiement ne se fera qu'à partir de 1950. Ces dernières possèdent un meilleur rendement énergétique que la technologie fluorescente et surtout un rayonnement moins dispersif en cas de brouillard ou d'humidité. En contrepartie, elles rendent difficile la perception des couleurs de décors avoisinants. C'est pourquoi elles seront principalement utilisées aux abords de grands carrefours, dans les tunnels, sur les autoroutes ou les sites industriels. C'est à partir de 1967 qu'apparaissent les premières lampes à sodium haute pression dans l'éclairage public. Le rayonnement lumineux est blanc chaud, voire orangé, ce qui va contribuer à son essor. La lumière émise est très appréciée par la population, elles vont petit à petit prendre le relais des technologies fluorescentes et sodium à basse pression. Puis, à partir de 1990, on verra apparaître les lampes à iodure qui fonctionnent avec un mélange de mercure et de iodure de sodium. Elles sont coûteuses à l'achat et leur durée de vie est moindre à cause de l'oxydation, mais la puissance de l'éclairage émis s'avère intéressante pour des applications spécifiques, par exemple l'éclairage des stades. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous voyons de plus en plus d'éclairage public avec la technologie LED qui apparaît au début des années 2000 et s'avère bien plus avantageuse que toutes ses concurrentes. D'une part, la consommation électrique de ces ampoules est bien moindre, mais leur durée de vie est accrue. Elles ne sont pas composées de gaz polluants ou de métaux lourds et s'avèrent recyclables. Au fur et à mesure, la technologie LED tend à s'imposer totalement sur l'éclairage public. Alors qu'au tout début de l'éclairage public, le souhait était d'éclairer les rues sombres afin d'éviter les crimes et les dangers, la tendance actuelle est inverse. La généralisation de l'éclairage public a un revers de médaille, celui de la pollution lumineuse. On peut constater que plus les décennies passent, plus le territoire s'illumine la nuit au détriment de la biodiversité. De nombreuses collectivités locales s'emparent du problème et proposent un abaissement de puissance, voire une extinction nocturne, ce qui permet à la faune et la flore de vivre normalement tout en réalisant des économies d'énergie. Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura autant intéressé que moi. N'hésitez pas à approfondir les recherches sur l'éclairage public, je suis passé rapidement sur plusieurs points qui mériteraient d'être approfondis. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit like et surtout partagez la vidéo autour de vous, c'est ça qui me permettra de développer encore plus la chaîne. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode et tous ceux qui suivront, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de bien cocher les notifications. Rejoignez-moi sur les réseaux pour pas manquer d'actualité, et pour ceux qui le souhaitent, je vous laisse mon Tipeee et mon Utip, ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, merci à tous d'être toujours plus nombreux à me suivre, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la chaîne Itinerantis Voyage dans l'Histoire.